Merci d'être ici aujourd'hui, en cette journée week-end de Pâques. Je vais vous faire une présentation sur mon travail. Ce que j'ai pensé faire, c'est de surtout parler du processus qui est relié avec le projet Danse macabre, mais aussi de le situer un peu dans ma pratique, donc de vous montrer qu'est-ce qui est arrivé avant, puis qu'est-ce qui est arrivé aussi après cette œuvre-là. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser, même au fur et à mesure de la présentation. Ça ne va pas me mélanger ou ça peut rendre ça même plus dynamique. Voilà. Alors, on y va. Prochaine slide. Non? Oh. Et voilà. Alors, je vous commence ça avec une carte de fête que mon chéri avait fait pour mon anniversaire. C'est un collage avec une photo de moi petite, entourée de tous mes animaux préférés. Puis cette carte-là, elle date déjà encore de quelques années. Puis ce qui est intéressant, c'est pour moi, en regardant cette carte de fête-là, c'est de voir qu'il y a des animaux avec lesquels je n'avais pas travaillé, puis qui finalement, ils se sont retrouvés dans mon travail par la suite, même après qu'il m'ait fait cette carte-là. J'ai beaucoup travaillé avec l'ours, le coyote. C'était les deux animaux les plus présents dans mon travail au départ. Mais l'été passé, j'ai fait un projet avec une moufette. Puis vous allez voir que j'ai fait aussi un projet avec des lièvres. Fait que ça vous démontre vraiment mon espèce de Vicky super heureuse au plein de cœur de la nature, entourée de petites bêtes. Et ça me permet aussi de vous introduire l'anecdote que quand j'étais toute petite, je voulais devenir vétérinaire. Puis c'était vraiment une passion puis un rêve auquel je croyais fortement. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte que des vétérinaires, ça euthanasiait des animaux. Et là, c'était catégorique, je ne voulais plus être vétérinaire. Puis je trouve ça intéressant de regarder ça en lien avec mon travail où aujourd'hui, la nature, les animaux sont vraiment au cœur de mon projet. Puis souvent, c'est une relation avec la mortalité puis des animaux qui sont morts. Donc, c'est peut-être un relent de mon enfance, qui sait. Et je vous ai fait une petite slide de Pâques avec un animal, le lièvre. Vous allez voir, c'est un de mes projets. Ça, c'est une petite nature morte que j'avais faite pour Pâques il y a quelques années dans ma maison, où j'avais écrit « Joyeuse Pâques » à côté du lièvre pendu. C'est plein d'humour et de gaieté. Je l'ai trouvé, le lapin de Pâques! Puis ici, c'est les thèmes principaux qui traitent de mon travail. Donc souvent, quand je décris mon travail, je vais parler de mes installations comme étant des dioramas. Le diorama, c'est les vitrines qu'on retrouve souvent dans les musées d'histoire naturelle, qui nous proposent un cadre, mais il y a quand même une profondeur avec un backdrop qui est souvent peint à la main, des éléments qui sont construits et qui sont retrouvés dans la nature pour présenter une scène, souvent une scène sauvage. Puis le tableau vivant aussi, c'est un point assez important. Donc les performances que je fais, je les conçois un peu dans cette tradition-là du tableau vivant, qui est né dans la période victorienne où pour divertir les gens pendant des fêtes ou des événements, ils reprenaient un tableau classique, soit de peinture ou souvent influencé par la mythologie. Puis là, ils prenaient la pose avec quelques éléments de décor et costumes, puis ils faisaient des tableaux comme ça. C'est ça. Fait que ça aussi, c'est un des piliers de mon travail. La photographie, la performance, l'installation, c'est les médiums principaux que je vais utiliser ensuite pour créer mes installations. Donc, je vous amène jusqu'en 2013. Il y a eu d'autres projets qui sont arrivés avant ça. Mais bon, il fallait que je trouve un point de départ, fait que je suis partie là. 2013, ça s'appelle Alchimie boréale, les ermites. C'est une œuvre que j'avais présentée à Circa. Puis, dans l'ancienne petite galerie, j'avais créé une forêt la nuit. Et moi, je venais interagir et performer tout le long de l'exposition. Donc, ça donnait un total de 150 heures de performance. Puis, c'est ça. Puis, l'histoire qui est derrière cette pièce-là, c'est l'histoire de deux frères ermites qui ont fui la guerre, puis ils sont allés vivre dans le bois. Mais ce qui m'intéresse avec cette pièce-là, c'était, et d'un, la figure anti-héros de ces hommes qui refusaient d'aller à la guerre, qui est proche de notre identité québécoise. Puis, cette figure-là d'anti-héros, on l'a revue beaucoup souvent, que ce soit dans la littérature ou dans le cinéma québécois. Donc, je voulais m'intéresser à cette figure-là. Puis, aussi, l'homme ermite, c'est quand même un mythe qui est
assez universel. Tu sais, c'est pas propre à notre culture. Puis ça a une espèce d'image aussi dans notre imaginaire collectif. Pour cette pièce-là, c'était fait de vraiment beaucoup d'éléments. Des éléments que j'avais trouvés, que j'ai fabriqués et qui s'inspiraient beaucoup de cette tradition-là du diorama. Donc, c'est ça, de jouer avec le vrai, le faux, les échelles, la temporalité, donc de mettre des éléments qui se retrouveraient dans la nature, mais pas à la même période, au même temps. Puis là, ici, on voit un détail de la plateforme qui était dans l'espace. Un détail au sol, on voyait des morilles. J'avais fait des photographies de feuilles que j'ai ensuite découpées et remis dans le paysage. Vous avez ici des petites souris, des bébés souris faits en laine feutrée. C'est la première fois que j'ai utilisé le feutre, la technique de feutrage, pour faire mes propres animaux dans mon travail. Là, moi, dans la plateforme. Puis, pourquoi je m'intéressais à ces deux frères-là, c'est que c'est une histoire que mon père me racontait quand j'étais jeune. Et l'histoire a évolué au fil du temps. Donc, quand moi, en étant de plus en plus vieille, mon père, il me rajoutait des strates à cette histoire-là. Donc, au départ, c'était un vieux monsieur qui vit dans le bois puis qui a caché un trésor. Puis là, ensuite, c'est rajouté la dimension que, bien, c'est pas juste un gars, c'est deux frères. Puis, OK, les deux frères sont dans le bois parce qu'ils ont voulu fuir la guerre. Donc, l'histoire devenait de plus en plus complexe, puis il y avait des dimensions politiques qui s'ajoutaient aussi à cette histoire-là, que j'aurais sans doute pas compris quand j'étais toute petite. Fait que c'est ça. Fait que j'avais envie de revisiter cette histoire-là, puis de me la réapproprier. Ici, j'ai une liste de tous les éléments que j'avais faits et replacés dans mon installation. Donc, il y avait 365 morilles sculptées à la main, plusieurs types de champignons, des souris, des lièvres, etc., etc. Ce qui mène ensuite, en 2014, à mon projet qui est intitulé « Does it hurt you to hunt it? » Est-ce que ça vous blesse de le chasser? Qui est une citation d'un documentaire de la BBC par un artiste que j'aime bien, qui s'appelle, bon, là j'ai un blanc de mémoire tout d'un coup, Louis Theroux, qui fait différents documentaires. Et là, lui, pour son documentaire, il allait voir des hommes qui élèvent des animaux sauvages pour en Afrique, dans la savane, pour qu'ensuite les gens riches, touristes, viennent chasser l'animal en savane. Et Louis Theroux lui demande « Does it hurt you to hunt les animaux que tu élèves? » Puis l'homme ne voulait jamais vraiment répondre à cette question-là. Puis je trouvais que ça cernait bien l'idée de ce projet-là, celui-ci, qui n'était pas du tout le même sujet. Je vous l'explique. Ce projet-là, c'est basé sur l'invasion de lièvres qui est arrivée dans le Midwest américain suite à la crise environnementale et économique des années 30. Donc, qu'est-ce qui est arrivé dans le Midwest? Juste avant le crash de l'économie, il y a eu une espèce d'essor de l'industrialisation de l'agriculture. Donc, les gens sont allés vers le Midwest, ils ont tout défriché, ils ont tué les animaux prédateurs, puis là, ils se sont mis à vouloir travailler la terre pour pouvoir faire de l'argent. Est arrivé le crash des années 30, les gens plus fortunés sont partis, puis ils ont laissé ça dans l'état que c'était. Vu qu'ils avaient tout enlevé les plantes indigènes, il n'y avait plus rien pour protéger le sol. Puis pour rajouter au malheur des fermiers, il s'est suivi 10 ans de sécheresse. Fait que nous, on vit des tempêtes de neige en hiver, mais eux, il y avait des tempêtes de sable. Vu qu'il n'y avait plus de prédateurs, les lièvres se sont reproduits et là sont devenus une nuisance pour les fermiers qui restaient là-bas. Ce gros défrichage-là des plaines, c'est considéré encore comme une des pires catastrophes environnementales créées par l'homme, même jusqu'à ce jour. Donc, pour moi, je trouvais que ça posait un débat éthique important de se dire l'homme est envahi par les lièvres, ça devient une menace pour sa survie, mais c'est lui qui a débalancé cet écosystème-là. Qu'est-ce qu'on fait face à ça? Est-ce que tu dis tant pis pour toi, puis reste dans ta misère, puis laisse-toi envahir par les lièvres, ou
on finit par trancher puis dire ben, de tuer les lièvres, c'est la solution, même si c'est notre propre erreur. Donc là, ça a donné une installation puis une performance de groupe. Au départ, j'étais sur la plateforme avec mes lièvres feutrés. Puis ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que c'est en voyant un autre documentaire de Ken Burns sur le Dust Bowl du Midwest, et que là, que j'ai vu des piles de lièvres, que ça m'a vraiment créé un espèce de choc, tu sais, de voir ces grosses piles-là. Je vous ai dit qu'ils étaient envahis, mais souvent, en famille, ils faisaient des battues où ils tuaient pas une centaine de lièvres, ça allait à coup de 12 000, 10 000 lièvres, et ils répétaient ça de village en village. Donc, de voir ces piles-là de lièvres, ça avait quelque chose de très macabre, mais en même temps, ça devient comme une espèce de tas de fourrure. Fait qu'il y a quelque chose d'un petit peu beau et macabre à la fois. Mais en voyant cette image-là, ça donnait l'impression qu'on avait tué les lièvres du continent américain au complet, tu sais. Donc ça avait vraiment laissé une forte impression sur moi. Et là, je me suis mis à revisiter ça et j'ai fait une performance de groupe. Donc au départ, je suis toute seule sur ma plateforme à manipuler les lièvres. Je pleure ma vie. Et j'avais aussi intégré d'autres performeurs incognito dans la foule qui, je leur avais dit à telle heure, vous sortez un mouchoir que je leur avais fabriqué et vous commencez à faire des tableaux vivants dans la foule. Mais c'était des gens du milieu qui étaient souvent en pleine conversation avec des gens et soudainement, à travers la foule, il y avait des gens qui s'arrêtaient et qui commençaient à faire des tableaux dans la foule. Ce qui créait un inconfort face aux visiteurs, aux spectateurs, parce qu'ils se disaient, mais c'est qui fait partie là, de l'affaire, de la performance, quoi que ce soit. Donc, tout le monde doutait un peu de tout le monde. Puis ensuite, j'allais vers un autre espace dans la galerie, je lâchais un cri très fort, et là, les autres performeurs commençaient à diriger les gens vers un coin dans la galerie, et je les ai fait les entasser vraiment serrés, de la même façon que les gens faisaient les battues avec les lièvres. Donc, dans le fond, les visiteurs étaient devenus mes petits lièvres qu'on entassait dans le coin. Évidemment, on ne les tapait pas à coups de bâton, mais... Donc, la finale. Mais on les a vraiment entassés serrés. T'sais, pire que d'être dans le métro pendant le rush hour, là, tassé, serré, et de maintenir cet état-là vraiment inconfortable. Puis ensuite, une des performeurs avait un malaise, puis on l'amenait vers le tableau final. Donc, vous voyez l'espèce de campement, puis le tableau final qu'on faisait tous ensemble. Et là, il y avait une référence aussi à la mère migrante. Donc, pour moi, cette œuvre-là, elle parlait de la question éthique que je vous ai posée, mais aussi, c'est un clin d'œil, un moment important dans la photographie, qui est quand Dorothy Allange et Walker Evans sont allés documenter les plaines, puis qui ont été une des premières œuvres reconnues comme étant des photographies œuvres d'art. J'ai revisité aussi les œuvres de Steinbeck. Donc, c'était de voir comment que la fiction peut revisiter un moment historique. Et, comme dans le cas de Steinbeck, une œuvre de fiction, maintenant, elle est étudiée pour se rappeler comment s'était déroulée cette période-là. Donc, je trouve que ce glissement-là entre documentaire et fiction intéressant.